Je travaillais tard un samedi soir à empiler des étagères et à nettoyer quand un homme vêtu d'un costume noir sur mesure est entré. C'était l'un de ces costumes qui lui va comme un gant et dégage un sens clair de la richesse qui l'a marqué comme un outsider dans mon livre. Mais ce costume était presque la seule chose normale chez lui. Il était aussi blanc que les champs de coton, si pâle qu'il avait presque l'air hagard, avec des traits du visage pointus et des cheveux argentés peignés en arrière. J'ai entendu la cloche à l'entrée sonner, alors j'ai fait mon travail et je suis allé derrière le comptoir pour m'occuper de lui, à quel point je l'ai vu. Il est venu vers moi avec un sourire de loup sur les lèvres et m'a demandé une canette de liquide plus léger. Je lui ai apporté ce qu'elle avait demandé, en bavardant tout en l'enregistrant à la caisse. Je lui ai demandé d'où il venait, ce à quoi il a répondu « Je ne fais que passer ». Je lui ai fait un sourire poli et lui ai demandé s'il faisait partie de ces types de politiciens, ce à quoi il a vaguement répondu « quelque chose comme ça ». Puis il a commencé à sortir le plus grand rouleau de billets que j'ai jamais vu de ma vie, tous les 100, aussi loin que je pouvais voir, et en a placé un sur le comptoir devant moi. Je lui ai donné sa monnaie, en lui disant que c'était une bonne chose que cela ait été un après-midi chargé plus tôt car cela m'aurait laissé sans monnaie. Je l'ai dit d'un ton plutôt plaisantant, espérant qu'il rirait au moins poliment en retour, mais il n'a même pas souri. Il a juste sorti le briquet Zippo de la poche de son costume, l'un des plus brillants que j'ai jamais vu, et a procédé à le remplir avec le liquide à briquet juste là devant moi. J'ai vu pas mal de ces briquets de mon temps, mais jamais un que je pourrais jurer était plaqué argent. J'ai supposé qu'il devait être anxieux à l'idée de fumer, quelque chose comme ça, et je le lui ai dit, mais il a répondu qu'il ne fumait pas. Juste au moment où il a dit cela, il a fini de remplir son briquet, mais pas avant d'avoir renversé une partie du liquide sur son doigt. Puis, juste avant de remonter le Zippo brillant, il porte son doigt à sa bouche et suce la goutte de liquide inflammable de son doigt comme s'il s'agissait d'une goutte de vin fait maison ou quelque chose du genre. Naturellement, j'ai reculé silencieusement quand il l'a fait, incapable de vraiment croire ce dont je venais d'être témoin. Il me voit le faire et me lance un autre de ses sourires de loup, comme s'il aimait l'idée de me faire peur comme ça. J'étais sur le point de lui demander ce que tout cela signifiait quand j'ai entendu la cloche du magasin sonner à nouveau. J'ai regardé vers l'entrée principale et entre cette jeune femme qui semble avoir le même âge que ma petite sœur, elle ne devait pas avoir plus de 14 ans environ. Cependant, elle est habillée beaucoup plus jeune, presque comme on s'attendrait à ce qu'un petit enfant s'habille, dans une sorte de jupe en jean à fleurs blanches brodées. Elle l'appelle papa, alors j'ai supposé qu'elle était sa fille et lui a dit qu'il devait aller aux toilettes. L'homme en costume se tourne vers moi et me demande s'il y a une salle de bain que sa fille peut utiliser. Alors je lui donne la clé de celle que nous avions à l'intérieur du magasin. Cependant, au lieu de simplement le donner à sa fille, elle sort une sorte de portefeuille en cuir de sa veste et le tend avec le briquet, puis la clé à la fille, qui se dirige ensuite vers la porte avant de la verrouiller derrière elle. J'ai commencé à me sentir incroyablement mal à l'aise. Quelque chose dans toute la situation ne me convenait tout simplement pas du tout. Il avait des soupçons sur ceux qui étaient contenus à l'intérieur du petit portefeuille en cuir, mais il ne se sentait pas en mesure de confronter l'homme en costume à ce sujet, surtout pas uniquement sur la base d'une intuition. Mais ce n'était pas que ça. La fille ne lui ressemblait pas du tout. Elle avait ses traits doux, arrondis et délicats, avec des cheveux vraiment bouclés, tandis que l'homme en costume avait un visage si pointu qu'il semblait qu'il aurait pu se frayer un chemin à travers un champ de citrouilles. Et la façon dont elle l'appelait papa, une fille de cet âge devrait bien appeler son père papa ou quelque chose comme ça, mais pas papa. J'ai essayé de me distraire de mon inconfort en lui demandant où lui et sa fille allaient. « Tu poses beaucoup de questions, n'est-ce pas, jeune homme ?» Il a répondu, laissant tomber ce qui était autrefois une sorte de formalité, et s'est mis à me fixer comme s'il voulait me percer du regard. Ses yeux, mec, il avait ses yeux bruns étroits si sombres qu'ils étaient presque noirs, et j'ai senti un frisson me traverser quand il a fixé son regard sur le mien. Je faisais juste la conversation. Je me souviens lui avoir dit, bougeant nerveusement derrière le comptoir. « Tu connais le dicton, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, juste étrangement calme, comme s'il n'y avait aucune émotion derrière tout cela. La curiosité a tué le chat. L'homme en costume s'est retourné et a commencé à monter et descendre les allées, regardant les produits comme si nous étions une relique pittoresque du village, ce qui, je suppose, était exactement ce que nous étions. Je retourne au ménage pendant 1 minute ou 2, c'est juste plus comme si je passais les heures tout en gardant un œil sur ce que ce gars fait. Je pensais qu'il ne faudrait qu'1 minute ou 2 avant que leur fille sorte de la salle de bain et qu'ils se préparent à passer à autre chose, mais 5 minutes se sont écoulées, puis 10,
et il n'y avait toujours aucun signe d'elle. Juste au moment où j'allais lui demander si je pensais qu'elle allait bien là-bas, la porte de la salle de bain se déverrouille avec un clic fort et la porte s'ouvre. Il n'y a pas de décharge, rien n'indique qu'elle avait utilisé la salle de bain aux fins prévues. Et quand elle ressort, elle semble tout engourdie et somnolente. Il remet ensuite les clés, un portefeuille en cuir plus léger et noir à l'homme en costume, comme dans un état de transe, avant de le remercier paresseusement en disant « Merci papa ». La façon dont il l'a dit m'a fait réaliser qu'il n'était pas son père et qu'il était imprégné d'obscénité. À ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas sa fille, et cela a provoqué un sentiment de dégoût dans mon estomac. Et le regard qu'il a renvoyé était celui qu'un père ne devrait jamais donner à sa fille en aucune circonstance. Ça m'a rendu malade. Je voulais les sortir de mon magasin tout de suite, mais on dit rarement quelque chose comme ça directement dans mon village. Nous disons quelque chose avec un indice, si vous comprenez ce que je veux dire. Bon voyage maintenant. Je me souviens avoir dit à l'homme en costume. Mon ton était amical, mais le regard que je lui jetais ne l'était pas. Il se retourne et me regarde comme s'il était sur le point de m'avaler tout entier, comme s'il pouvait me manger sans sel juste là, puis il se dirige vers le comptoir, pose la clé de la salle de bain dessus et dit une dernière chose. « Souviens-toi, jeune homme, la curiosité a tué le chat. » Puis il sort la petite dame de la tente et s'en va dans la nuit. J'ai sérieusement envisagé d'appeler le shérif juste après leur départ, mais qu'allais-je lui dire? Qu'un homme voyageait avec une fille qui semblait être sa fille? Il m'aurait fait rire au téléphone. Je ne pouvais pas mentionner que je pensais qu'il y avait quelque chose d'illégal dans le portefeuille en cuir que je lui avais remis, mais j'avais la nette impression que rien de CE dont on pouvait l'accuser n'allait vraiment frapper. Il avait tout cet argent et ce regard qu'il m'a jeté aussi, alors je n'ai dit un mot à personne. Mais pendant les quelques heures restantes de mon quart de travail et les jours suivants, ces paroles résonnèrent dans ma tête chaque fois que je prêtais attention à ce que je faisais. La curiosité a tué le chat. Le soir du 15 mars 1989, Tracy Lynn Kirkpatrick travaillait chez Alien Ladies Sportswear à Frederick, Maryland. Tracy était une jeune femme introvertie qui préférait communiquer ses pensées et ses sentiments par la poésie manuscrite plutôt que par des conversations verbales. Elle était aussi une sorte de rat de bibliothèque et excellait dans sa vie universitaire. Elle était également extrêmement travailleuse, occupant 2 postes dans le commerce de détail pour économiser de l'argent afin de poursuivre des études de droit dans une université de l'Ivy League. L'un de ses emplois était au magasin de vêtements de sport susmentionné, où la nuit en question, je travaillais le quart de fermeture. Vers 18h, le 15 mars, la mère de Tracy est arrivée au magasin pour apporter à sa fille un dîner. Elle était une mère aimante et solidaire qui apportait souvent à Tracy une assiette de nourriture maison, que Tracy partageait ensuite avec ses collègues de service. Il a dit plus tard que rien ne semblait étrange dans le magasin et que sa fille semblait être de très bonne humeur. 2 heures plus tard, le directeur de Tracy a terminé son quart de travail et a quitté le magasin, car il était de routine pour les employés de rang inférieur de fermer et de sécuriser le magasin à l'heure de fermeture habituelle, à 9 heures. Aucune vente n'a été enregistrée après cette heure, donc s'il y avait vraiment eu des visiteurs, ils n'avaient certainement rien acheté à aucun des employés après la fermeture. L'un des agents de sécurité de l'unité a remarqué que certaines lumières du magasin étaient encore allumées longtemps après qu'elles auraient dû être éteintes. Alors vers 10h30, il est entré dans le magasin pour enquêter sur la situation, craignant qu'il y ait un intrus qui utilisait les lumières pour voler des marchandises, étant entré par une porte dérobée. Il a sorti sa clé pour déverrouiller l'entrée principale du magasin, seulement pour constater qu'elle était toujours déverrouillée. Profondément préoccupé, il a minutieusement fouillé les zones avant et arrière de l'établissement pour faire une découverte terrifiante. Dans l'une des salles de stockage arrière se trouvait Tracy Lynn Kirkpatrick. Il y avait une flaque de sang sous son corps inconscient, ainsi que des coups de couteau à la poitrine et au dos. L'agent de sécurité a couru appeler les services d'urgence, espérant qu'elle pourrait encore être sauvée, mais à leur arrivée, les ambulanciers ont constaté qu'elle ne pouvait pas être réanimée et l'ont déclarée morte sur les lieux. La police est ensuite arrivée pour boucler la zone afin qu'un examen médico-légal puisse être effectué. Horriblement, les parents de Tracy étaient également en route pour le magasin. Inquiets que leur fille ait des problèmes de voiture et ait peut-être besoin d'un retour à la maison, mais lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont vu les lumières bleues clignotantes des voitures de police et ont craint le pire.
On n'imagine pas à quel point c'était douloureux de voir ses pires cauchemars confirmés, que sa fille unique avait été assassinée par un mystérieux assaillant. Tout au long de l'enquête qui a suivi, les détectives des homicides de Frédéric n'ont pas réussi à identifier un seul motif de son meurtre. L'argent dans les caisses enregistreuses du magasin était toujours présent. Tracy n'avait pas été agressée de manière indécente, et elle ne semblait pas avoir d'ennemis évidents qui pourraient lui souhaiter du mal. Il n'y avait aucune preuve de poursuite ou de lutte suggérant que Tracy connaissait son meurtrier lorsqu'ils se sont approchés pour la blesser mortellement. Cependant, il n'y avait pas une seule personne travaillant au magasin ce jour-là qui avait vu quelque chose de suspect ou qui pouvait suggérer à quiconque qu'elle pensait coupable d'un crime aussi horrible. Les chercheurs étaient complètement déconcertés. C'était jusqu'à 3 mois plus tard, lorsqu'une personne a appelé la hotline des confessions nationales des États-Unis, un enregistrement de l'appel a été fait, qui se lit comme suit. « Bonjour, je m'appelle Don, et j'appelle de Frédéric, Maryland. Je sais que ça va paraître surprenant, mais il y a 3 mois, j'ai poignardé une fille à mort. Et vous pourriez penser qu'en faisant cet enregistrement, je m'expose à me faire prendre, mais il y a beaucoup de gars nommés Don à Frédéric. La fille que j'ai tuée travaillait dans un magasin de vêtements de sport pour femmes. Je m'arrêtais souvent, et lui parlais quand elle travaillait seule. Et un soir, alors que nous étions à l'entrepôt et que nous parlions, notre conversation s'est transformée en dispute, et j'ai sorti un couteau que j'avais tout le temps avec moi, et je l'ai tué. Et quelques jours plus tard, j'ai réalisé que j'avais créé beaucoup de tristesse, et j'ai pensé à me rendre à la police, mais quoi qu'ils me fassent, ils ne ramèneront pas Tracy, alors j'ai décidé que je ferais mieux de rester libre, parce que nous avons la peine de mort dans le Maryland. Merci de m'avoir écouté, je suis désolé pour ce que j'ai fait, mais rien ne peut le changer. Au revoir. Le personnel de la hotline confession a envoyé une copie de l'enregistrement à la police de Frédéric, et l'appel a été retracé jusqu'à un endroit appelé Walkersville, une petite ville du même comté située à moins de 16 km d'Eileen Ladies Sportswear. 2 semaines après l'appel, une médium autoproclamée a appelé la police de Frédéric pour les informer que leurs enquêtes devraient se concentrer sur un homme qu'elle appelait seulement Sean. Il a affirmé que le personnage de Sean avait agi étrangement à propos de l'affaire, allant jusqu'à lui envoyer des coupures de journaux et lui poser des questions étranges et pénétrantes sur Tracy Lynn Kirkpatrick, apparemment disposés à suivre n'importe quelle piste qu'ils avaient, aussi ridicule que cela paraisse. La police de Frédéric est ensuite descendue à Walkersville, où elle a diffusé l'enregistrement audio des aveux à plusieurs membres du public dans l'espoir qu'ils seraient en mesure d'identifier la voix sur la bande. Il s'est avéré que plusieurs personnes ont reconnu la voix sur la cassette comme n'étant ni celle de Sean ni celle de Don, disant qu'elle appartenait à quelqu'un dont l'identité n'a jamais été rendue publique par les enquêteurs. Cet homme n'a jamais été officiellement arrêté ni inculpé du meurtre de Tracy Lynn Kirkpatrick, et malgré des fouilles exhaustives de ses biens et son absence totale d'alibi, il a ensuite été exclu en tant que suspect. Essentiellement, l'identité de l'assassin de Tracy Lynn Kirkpatrick est un mystère complet, mais il y a un détail intéressant qui semble avoir été négligé par les autorités. Il s'avère qu'il y avait un homme nommé Don présent au magasin de vêtements cette nuit-là. Le même agent de sécurité qui est apparemment tombé sur le corps de Tracy s'appelait Don Barnes Jr. Et son père n'était autre que Don Barnes Sr., qui était en fait le shérif du comté de Frédéric au moment du meurtre de Kirkpatrick. Cependant, bien qu'il soit l'une des seules personnes présentes au moment où elle a été tuée, Don Barnes Jr., il n'a jamais été considéré comme un suspect. Cela pourrait facilement être dû au fait que celui qui a commis le meurtre était bien conscient de la présence de Don dans la région la nuit du meurtre et a cherché à l'impliquer. Mais même si c'était le cas, Don aurait sûrement dû faire face à une sorte d'interrogatoire occasionnel, étant donné que personne d'autre n'était présent lorsque le corps de Tracy Lynn Kirkpatrick a été retrouvé. Apparemment, cela ne s'est pas produit, et beaucoup ont allégué que c'était parce que Don Barnes Jr., il était en fait un suspect principal dont l'implication a été complètement dissimulée par son père, le shérif. Cependant, les accusations de népotisme sont exactement cela, de pures accusations. Et comme personne n'a été accusé ou impliqué de quelque manière que ce soit dans le crime, l'affaire reste et peut toujours rester non résolue. Près de Washington DC, et a finalement déménagé à Orlando, en Floride, à la fin du mois d'octobre 1989. Pendant son séjour à Orlando, Deborah a loué un duplex avec une colocataire
nourrissant le rêve d'acheter sa propre maison avec les bénéfices qu'elle espérait tirer de sa jeune entreprise de restauration. Pour réaliser ses rêves, Deborah a travaillé 2 emplois dans la région d'Orlando, l'un au département des ventes du journal Orlando Sentinel et l'autre 5 soirs par semaine en tant qu'employée au dépanneur Circle K à l'intersection de Hall Road et Aloma Avenue, où elle était complètement seule pendant qu'elle travaillait. Scott Iayogi, un autre employé de Circle K qui se trouvait également être le petit ami de Deborah, lui a abandonné son quart de travail vers 11 h, le 3 février 1990. 2 heures plus tard, Scott est retourné au Circle K pour vérifier Deborah. Elle était relativement nouvelle dans l'entreprise et était bénie que son petit ami soit prêt à consacrer du temps à l'aider dans ses tâches du soir. Une amie de Deborah passait devant le magasin Circle K vers 3 heures du matin, le 4 février 1990, et a témoigné qu'elle avait vu Deborah derrière le comptoir. Cependant, une trentaine de minutes plus tard, un autre client est entré dans le magasin Circle K et a constaté qu'il était complètement désert. Le véhicule de Deborah était toujours sur le parking, verrouillé, et son sac à main et son chèque de paie étaient dans la voiture, mais étrangement, les clés de la voiture étaient également à l'intérieur. La police a trouvé ce qu'elle supposait être l'uniforme Circle K de Deborah plié et placé proprement derrière le comptoir. La fouille était sécurisée et il n'y avait aucun signe évident de volume. C'était comme si cette nuit-là, Deborah avait disparu dans les airs. Une unité canine a été appelée et le maître chien a reniflé l'uniforme de Deborah à son chien, lui demandant de suivre la piste. Le chien de recherche a donné l'alerte à 2 endroits différents sur une section de trottoir derrière le magasin. Cependant, le chien a soudainement perdu la trace, ce qui a amené les enquêteurs à conclure que Deborah était entrée volontairement dans un véhicule qui est parti ou l'avait fait sous la contrainte. La nature solitaire du travail de Deborah a fait d'elle une cible facile pour les enlèvements. Selon son petit ami, il n'y avait pas de caméra de sécurité présente pour enregistrer l'intérieur ou l'extérieur de l'entreprise, et il y avait des clients gênants qui auraient pu être des suspects. Immédiatement après la disparition de Deborah, la police a concentré son enquête sur un homme qui était derrière le comptoir du Circle K cette nuit-là, mais ils n'ont jamais pu l'identifier. Après 3 mois sans succès dans leur enquête, le département du shérif du comté d'Orange a tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont révélé un portrait parlé du soi-disant Megadeth Man, mais ils n'ont jamais été en mesure de l'identifier officiellement ou de l'interroger. 30 ans plus tard, le cas de Deborah Dayanpo n'est toujours pas résolu. Le cas de Deborah Dayanpo était un mystère non résolu depuis des décennies. Malgré les efforts de la police et l'attention des médias, aucune piste solide menant à la localisation de Deborah n'a été trouvée. Des recherches approfondies ont été menées, de multiples pistes d'enquête ont été poursuivies et de nombreux témoins ont été interrogés, mais aucune piste n'a conduit à une percée significative dans l'affaire. Au fil des ans, des centaines de conseils et d'observations possibles ont été reçus, mais aucun d'entre eux n'a conduit à Deborah ou n'a fourni suffisamment d'informations pour résoudre le mystère de sa disparition. Le temps a passé et l'affaire s'est calmée, mais Deborah n'a jamais été oubliée. Sa famille et ses amis ont continué à la chercher, espérant un jour obtenir des réponses sur ce qui lui était arrivé cette nuit-là au magasin Circle K. Malgré les progrès technologiques et l'attention croissante portée au CA de personnes disparues, le cas de Deborah Dayanpo reste l'un des nombreux mystères non résolus au monde. 30 ans après sa disparition, elle reste un rappel poignant de la capacité du mystère humain à résister même aux meilleurs efforts pour le résoudre. J'ai travaillé dans des bars et des pubs ici à Liverpool, quelque chose que je ne recommanderais à personne, mais cela payait les factures et je pouvais travailler avec des amis. Alors j'ai continué pendant quelques années, jusqu'à ce que j'obtienne un emploi de superviseur. L'une de mes tâches consistait à m'assurer que les boîtes étaient en ordre, qu'elles avaient suffisamment de monnaie et que les factures n'étaient pas empilées de manière désordonnée, ce genre de choses. Mais les boîtes que nous avions étaient absolument terribles. Alors un samedi soir, j'ai ouvert la boîte et tout le tiroir s'est détaché de ses charnières, refusant de rentrer. Il était là, roulant des yeux et appelant cet appareil de tous les noms possibles avant de demander à l'un des serveurs d'aller chercher le directeur général. Ils l'ont fait et je suis resté là comme un tiroir-caisse humain parce que je ne pouvais pas laisser un tas d'argent au bar arrière avec un tas de gens ivres qui traînaient. Donc, comme je l'ai dit, j'étais là, regardant autour de moi pour m'assurer que personne ne me regardait sauter par-dessus le bar et attraper une poignée de 20 billets. Juste au-dessus de l'endroit où je me tenais, il y avait un petit escalier qui menait à un bar rond où nous servions des cocktails et autres,
Mais comme il n'y avait pas beaucoup de monde, le bar n'était pas occupé. Le fait est qu'il ne pouvait pas voir exactement ce qui se passait là-haut, alors quand ce gars est passé devant la barre ronde, il a soulevé l'un des petits tabourets en cuir rouge au-dessus de sa tête et l'a jeté par terre. Je n'ai pas vu exactement ce qui s'était passé, juste que quelque chose de vraiment suspect se passait. J'aurais probablement dû garder l'argent, mais si ce gars avait l'intention de jeter des meubles et avait déjà causé des dégâts, j'avais besoin de savoir exactement ce qu'il avait fait et ensuite de dire au personnel de sécurité de sortir ce connard du bar. Alors j'ai posé la boîte, j'ai dit au seul membre restant du personnel du bar de venir avec moi et de prendre soin d'elle avec sa vie, et j'ai couru à l'étage jusqu'au bar rond pour voir ce qui venait de se passer. Ce que j'ai vu m'a laissé bouche bée. Assis sur les bancs en cuir rouge, hors de vue de l'endroit où je me tenais avec le tiroir-caisse à la main, il y avait 2 filles. L'une pleurait inconsolablement, je l'aurais entendue sans la musique forte dans le bar, et l'autre essayait de la réconforter. Puis j'ai remarqué que la bouche de la fille qui pleurait était pleine de sang, et j'ai mis 2 et 2 ensemble. Le gars avait attrapé l'un des tabourets, l'avait soulevé vers sa tête et l'avait frappé à la bouche avec. J'ai immédiatement sauté par-dessus le bar, j'ai couru vers la fille et je me suis agenouillé pour voir à quel point les dégâts étaient importants. Je ne plaisante pas. On aurait dit qu'elle avait ouvert une bouteille de jus de tomate, l'avait vidé dans sa bouche puis l'avait laissé couler hors de sa bouche. C'était une quantité effroyable de sang et de tissu qui sortait du visage de cette fille. Puis, elle m'a regardé à travers des yeux larmoyants et a craché un tas de ses propres dents devant moi. Je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. J'avais vu pas mal de bagarres dans le bar en y travaillant, mais absolument rien de comparable aux blessures qu'elle avait subies. Alors je suis passé à l'action, j'ai couru après le gars qui l'avait frappé au visage. Je suis entré dans la zone principale du bar, j'ai reconnu la chemise orange de ce gars et j'ai sauté pour l'attraper afin que nous restions en place jusqu'à ce que la police arrive pour l'emmener. Mais j'étais dans un état de choc en le faisant, je ne pouvais littéralement pas croire qu'il venait de faire ça à une fille et apparemment sans aucune raison. Alors je disais juste « Toi, tu viens de frapper cette fille, pourquoi l'as-tu fait? À quoi penses-tu, mec ?» Et il me regardait sans réagir du tout à ce que je disais. Il s'est avéré qu'il était français et qu'il ne comprenait pas ce que je disais, surtout parce que s'il parlait anglais, il ne comprenait certainement pas mon accent écossais. Et je le regardais toujours en face, quand il a soudainement regardé par-dessus mon épaule de cette façon qui vous fait penser « Tu devrais regarder derrière toi en ce moment ». Alors je me suis retourné et j'ai vu la fille à la bouche ensanglantée marcher vers nous avec une bouteille vide et renversée à la main. Au début, je pensais que j'allais battre ce gars avec elle, ce qu'il méritait vraiment, mais je n'allais pas passer ma période d'essai en tant que superviseur de bar si je laissais les gens se battre les uns les autres, n'est-ce pas? Alors j'ai fait un pas en avant et j'ai levé les 2 mains comme pour dire « Ne le fais pas, chérie », espérant essayer de bouger autour de moi pour pouvoir frapper le gars. Mais elle n'essayait pas de bouger autour de moi, elle me regardait droit dans les yeux, du sang sortait toujours entre ses lèvres, elle ne pleurait plus non plus, elle avait juste l'air furieuse. Je veux dire, le regard dans ses yeux était absolument terrifiant, il avait l'air tout simplement psychopathe. Puis il a soulevé la bouteille au-dessus de sa tête et m'a porté. J'ai immédiatement dit « Épa, ce n'était pas moi, ce n'était pas moi », mais cela ne servait à rien. Dans son esprit, elle avait déjà pris sa décision et elle a amené cette bouteille vers moi avec toute la force qu'elle pouvait, la balançant verticalement directement sur le côté droit de mon visage et de mon cou. C'était le genre de coup qui aurait pu faire que la bouteille s'écrase sur mon visage, du verre brisé me déchirant l'œil et la joue avant de sectionner directement mon artère carotide. C'est le Kill Bill Cut, le gars qui a du sang qui sort de ton cou à chaque battement de ton cœur. S'il m'avait frappé là, ça aurait été ça. Je serais mort sur le sol de mon propre lieu de travail en quelques minutes. Mais tu sais comment ils disent que le temps ralentit quand tu es dans ce genre de situation? Ce n'est pas tout à fait mauvais, c'est juste que ce n'est pas tant le temps qui ralentit que votre cerveau accélère en raison de l'adrénaline qui se déverse dans votre circulation sanguine. Alors que je regardais la fille commencer à poser la bouteille, j'ai en quelque sorte trouvé un moyen de soulever le bord extérieur de ma main droite pour la rencontrer. Je n'ai pas senti le verre de la bouteille se briser dans ma main, le tout a tout simplement disparu de la vue, mais en même temps, d'une manière ou d'une autre, je savais que de graves dommages avaient été causés. Je me souviens avoir attrapé mon poignet, maudit bruyamment, et reculé vers le bar pour évaluer la gravité de la coupure, alors que la fille disparaissait dans la foule animée du bar. J'avais peur de tourner la tête pour inspecter les dégâts de cette manière terriblement humaine, qui dit que si je ne peux pas le voir, cela ne s'est pas produit, mais je savais que je devais le faire.
Et ce n'est que lorsque le sang a commencé à couler sur le sol devant moi que je me suis forcé à regarder. Dieu merci, je ne l'ai pas fait avant cela parce que la bouteille cassée avait coupé si profondément que j'aurais pu voir le muscle de ma main, et c'est certainement quelque chose que je ne voulais pas avoir à voir pendant qu'un autre membre du personnel courait pour obtenir la sécurité des portes d'entrée. J'ai enveloppé ma main ensanglantée dans des serviettes en papier et les ai tenues pour arrêter le saignement. Cela aurait vraiment dû être la fin de la situation, j'aurais dû attendre l'arrivée d'une ambulance. Mais la fille qui aurait pu me tuer était probablement encore au bar, et même si elle avait aussi besoin de soins médicaux, je ne pouvais pas la laisser s'en tirer avec une agression aussi violente et vicieuse. J'ai donc demandé à 2 membres de la sécurité de m'accompagner à travers la foule de gens et d'essayer de la retrouver, ainsi que le gars qui l'avait frappé au visage avec ce petit tabouret. Ce n'est qu'en traversant la foule de danseurs ivres que j'ai réalisé à quel point c'était stupide de faire une telle chose. Il y a eu un moment où j'ai réalisé que, dans les lumières tamisées des salles du club, avec les fêtards qui se ressemblaient tous au bout d'un moment, elle aurait pu être n'importe où. C'était comme cette scène du 2e film Jurassic Park avec les herbes hautes et les vélociraptors. La foule était l'herbe longue et elle était un rapace. Il pouvait se faufiler sur moi à travers une foule comme dans un jeu Assassin's Creed, et je ne le remarquerai pas jusqu'à ce qu'il soit juste au-dessus de moi. Et la prochaine fois, je n'aurais peut-être pas eu la chance de pouvoir me défendre aussi facilement. La bouteille suivante aurait pu me couper la gorge ou le visage, et j'aurais pu avoir des blessures qui auraient changé ma vie, et ils auraient même pu mettre fin à mes jours. C'était une prise de conscience absolument terrifiante, et plus je m'en rendais compte, plus il devenait difficile pour moi de respirer. Je me suis retrouvé en hyperventilation au moment où je suis retourné au bar, et je me suis réfugié dans une relative sécurité, disant au personnel de sécurité de chercher simplement la fille à la bouche ensanglantée. C'est à ce moment-là que j'ai vu des lumières bleues clignoter à travers les grandes baies vitrées à l'entrée de la rue du club. Un autre membre de l'équipe du bar a récupéré mes affaires dans la salle du personnel et m'a accompagné jusqu'à l'ambulance, qui m'a ensuite emmené à l'hôpital après avoir fait quelques pansements préliminaires des plaies. Puis vint la longue attente dans la salle d'attente des urgences à 3 heures un dimanche matin. Les temps d'attente dans les hôpitaux britanniques du NHS peuvent être assez mauvais dans le meilleur des CA, mais à un moment comme celui-là, ils peuvent être presque insupportables. Et pas à cause de l'ennui, parce que mon temps là-bas était tout sauf ennuyeux. L'endroit était plein de gens avec des blessures assez horribles mais pas mortelles, des ivrognes gémissant berçant leurs mains mutilées ou montrant des blessures à la tête assez graves. Quelques femmes, dont l'une avait l'air si battue qu'elle pouvait à peine rester consciente, parlaient ouvertement d'être des dames de la nuit, pour ainsi dire. J'ai essayé de garder la tête baissée et d'éviter tout contact visuel avec qui que ce soit, mais une fois que j'ai finalement été vu par les médecins et les infirmières, ils étaient dorés. Je veux dire, le médecin qui m'a vu a dû me couper un morceau de viande de la main, ce que je pouvais encore ressentir un peu malgré l'injection d'anesthésique locale, ce qui est extrêmement désagréable, mais ils étaient incroyables de toute façon. Après les points de suture, j'ai retrouvé des policiers qui attendaient à l'extérieur des urgences que je sorte. J'ai pensé que c'était peut-être une bonne nouvelle qu'ils aient réussi à arrêter les 2 agresseurs et qu'ils cherchaient à prendre une déposition de témoin de ma part. Mais aucun d'eux n'avait été attrapé. Apparemment, tous les 2 ont réussi à s'échapper du bar sans être détectés. Mais les flics avaient réussi à interroger certains de ses amis, et il s'est avéré qu'ils formaient un couple. Je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque, mais c'était un CA classique de quelqu'un qui essayait de se lancer dans une dispute domestique. Le couple s'est simplement retourné contre la personne qui essayait d'intervenir. Donc même s'il y avait très peu de conclusions de l'histoire de la manière dont beaucoup de choses comme celle-ci n'ont pas de conclusion, il y a une leçon définitive qui peut en être tirée. Ne jamais s'impliquer dans une dispute domestique. Gardez simplement vos distances, appelez la police et laissez-la s'en occuper, car je vous le dis par expérience. Vous injecter dans une telle situation se terminera non seulement par une petite perte de foi en l'humanité, mais cela pourrait facilement se terminer. Mars 1999. C'était une femme divorcée qui essayait de reconstruire sa vie après un divorce extrêmement compliqué avec son mari, avec qui elle avait élevé 2 enfants. Étant donné qu'elle n'avait été promue au poste de gestionnaire qu'1 jour plus tôt, il semblait qu'elle y parvenait exactement. Ses amis l'ont décrite comme une personne généreuse, agréable et de bonne humeur.
Son mari l'avait traitée de manière abominable après la séparation, mais maintenant, pour la première fois depuis des années, les choses semblaient bien se passer pour elle et elle appréciait les nouvelles responsabilités de son poste de gestionnaire. Cependant, vers 10h30 du matin, une Pontiac Grand Am rouge s'est arrêtée dans la cour de la station-service. Des caméras de sécurité ont enregistré le conducteur sortant du véhicule et remplissant le réservoir d'essence avant d'entrer dans le magasin principal. L'homme semblait d'apparence moyenne, à l'exception d'un détail apparemment mineur. Il était pieds nus en entrant. Léa était occupée à s'occuper d'un couple mère et fille, bavardant alors qu'elle rendait leur monnaie. Pendant ce temps, l'homme aux pieds nus se tenait à l'arrière du magasin, essayant de passer inaperçu, attendant que la mère et la fille quittent l'entreprise et s'éloignent. Il a pris un soda dans l'un des réfrigérateurs, a ouvert la canette et a commencé à boire en attendant. À un moment donné, il a regardé directement dans l'une des caméras de sécurité interne en le faisant. Une fois la mère et la fille parties, l'homme aux pieds nus s'est calmement dirigé vers le comptoir où se trouvait Léa, a sorti un pistolet de 9 mm et l'a pointé sur elle. Les images de sécurité n'ont pas pu capturer exactement ce qu'il a dit, mais sur la base des actions ultérieures de Léa, il semble qu'il lui ait ordonné d'ouvrir la caisse enregistreuse et de lui remettre son contenu. Une fois que l'homme aux pieds nus a pris l'argent, il semble qu'il ait ordonné à Léa de s'allonger par terre derrière le comptoir. Elle obéit pendant qu'il comptait l'argent qu'il venait de recevoir. Puis, sans avertissement et sans raison apparente, l'homme aux pieds nus s'est penché au-dessus du comptoir et a tiré 3 coups de feu sur Léa alors qu'elle était allongée sur le sol de la station-service. 3 coups de feu qui l'ont tuée instantanément. L'homme aux pieds nus est ensuite simplement remonté dans sa Pontiac Grand Am rouge et est parti sur l'autoroute. Les amis et la famille de Léa ont été dévastés d'apprendre sa mort, mais ils espéraient que la justice serait rapide, car la police disposait d'une assez grande quantité de preuves pour identifier et localiser son assassin. Comme mentionné CI, dessus, l'homme aux pieds nus avait regardé directement dans l'objectif de l'une des caméras de sécurité de la station-service, de sorte que la police avait une image assez claire de qui elle cherchait, un homme caucasien dans la trentaine ou la quarantaine aux cheveux et aux yeux foncés. Son véhicule a été rapidement identifié comme une Pontiac Grand Am rouge. Mais comme il manquait une plaque d'immatriculation avant et qu'il a filé, il était impossible de distinguer un numéro de plaque d'immatriculation. Les balles tirées sur les lieux ont été identifiées comme étant de 9 mm et tirées à partir d'un petit pistolet. Mais malheureusement, les tests balistiques ne correspondaient à aucune de celles provenant d'autres scènes de crime dont la police était au courant. L'homme aux pieds nus a également laissé un certain nombre d'empreintes digitales complètes de la pompe à essence au comptoir, mais encore une fois, il a été constaté qu'elle ne correspondait à aucune base de données de la police dans tout l'État du Nebraska. Cependant, il y avait un détail sur la fusillade qui a amené la police à croire qu'il s'agissait de plus qu'un simple volume avec violence. L'un des coups de feu a touché Léa à l'arrière de la tête, et les images de vidéosurveillance ont montré l'homme aux pieds nus visant avec son dernier coup, suggérant qu'il l'avait délibérément exécuté et avait simplement utilisé le volume comme couverture pour ses véritables intentions. Un meurtre de sang-froid. Malgré l'appel à témoins et les conseils du grand public, la police n'a reçu que très peu d'informations utiles pour identifier ou localiser l'homme aux pieds nus. Les images des caméras de sécurité de la station-service ont même été diffusées dans la populaire émission télévisée America's Most Wanted, mais il s'est avéré impossible d'identifier le suspect. L'explication la plus simple du crime était qu'il s'agissait d'un volume violent, aussi aléatoire que tragique, perpétré probablement par quelqu'un qui ne faisait que traverser la région et qui avait besoin d'argent. Les images de vidéosurveillance ont certainement soutenu l'idée que c'était un criminel habituel qui avait commis le meurtre, étant donné la confiance et la systématicité de ses actes. Ils étaient sûrs que ce n'était pas le premier volume avec violence auquel il participait, ni le dernier. Cela s'ajoutait au fait que l'affaire était remarquablement similaire à une poignée d'autres meurtres apparemment aléatoires où les victimes étaient des employés de station-service, ce qui s'est avéré tout aussi difficile à résoudre. Alors que la police luttait pour résoudre l'affaire, incertaine des détails du meurtre, une personne semblait certaine de savoir qui était responsable. Le frère de Léa, Roy Rowlands. Roy n'avait aucun doute sur le fait que son ex-mari Léa était en quelque sorte responsable de sa mort, suggérant que la raison en était le divorce compliqué qu'ils avaient subi les années précédentes. Son ex-mari, un homme du nom de Barry Rocab Sr., possédait et exploitait un restaurant prospère dans les îles Vierges américaines et était une personne très riche. Lorsque Léa l'a quitté,
Il a emporté avec lui une somme d'argent considérable et a obtenu une pension alimentaire importante. Puisqu'elle avait la garde de leurs 2 enfants, Roy a également révélé à la police que sa sœur avait écrit une lettre de 16 pages à ses enfants, qui étaient jeunes à l'époque et étaient confus quant aux raisons de la séparation, expliquant ses motivations pour quitter leur père de manière soudaine et dramatique. La lettre détaillait des années de tourments et d'abus qu'elle avait subis de la part de son mari, et comment elle en était venue à avoir peur de son tempérament et de sa nature violente. Lorsque Roy a vu les images de la caméra de sécurité dans l'émission America's Most Wanted, il a été fasciné par le détail que l'homme était pieds nus et a insisté sur le fait que cet homme était manifestement une sorte de tueur à gages originaire des îles Vierges tropicales et se sentait donc à l'aise de marcher pieds nus. Selon Roy, ce tueur à gages avait été engagé par Barry Rocab Sr. pour assassiner son ex-femme, pour se venger d'avoir pris autant d'argent et pour que la garde de leurs 2 enfants puisse lui être restituée. Barry Rocab Sr. est décédé au début de l'année 2015 et n'a jamais été officiellement impliqué dans la commission du meurtre, mais il n'a pas non plus été officiellement exclu. Cependant, l'homme aux pieds nus n'a jamais été retrouvé et aucun indice sur son identité n'a été obtenu à la suite des enquêtes policières. Ces empreintes digitales, ces informations balistiques et les images des caméras de sécurité restent au dossier, et l'affaire est l'une des nombreuses affaires non résolues dans l'État du Nebraska, sans aucune nouvelle information révélée au cours des 23 années qui ont suivi le meurtre de Léa. Par conséquent, son meurtre reste un mystère, laissé à la spéculation publique des détectives mystères non résolus du monde entier, jusqu'à ce qu'un jour, espérons-le, de nouvelles preuves soient trouvées, et que le tueur aux pieds nus soit enfin traduit en justice. Je travaille dans une station-service au centre de ma ville. Mes quarts de travail ne sont pas toujours les mêmes, mais la plupart du temps je suis la nuit ou tôt le matin. J'y travaillais depuis 1 an en ce moment, et honnêtement, je n'avais pas beaucoup de choses négatives à dire à ce sujet. C'était juste un travail normal qui payait moyennement bien et ne m'obligeait qu'à rester au même endroit pendant 8 heures et à parler occasionnellement aux clients. Je travaillais de nuit ce jour-là, le 10 à 6 typique. Bien qu'il n'y ait généralement pas beaucoup d'activités pendant la nuit en semaine, il convient de mentionner qu'il pleuvait beaucoup ce soir, donc je m'attendais à ce que ce soit une nuit assez calme. Les premières heures, je me suis assis sur une chaise derrière le comptoir et j'ai juste attendu que quelqu'un entre. J'avais quelques personnes qui payaient l'essence en espèces, mais vers 12h30 ou 1h, c'était plutôt mort. Aucun client n'entrait et presque personne n'achetait même de l'essence à l'extérieur. Maintenant, sans aucun client, j'ai fait le tour du comptoir et j'ai commencé à ranger un peu les étagères. Il n'était pas trop désordonné, mais c'était une façon de me tenir occupé. Ce faisant, j'avais le dos aux fenêtres, mais j'ai vu des lumières de voitures briller à travers le magasin lorsque quelqu'un s'est arrêté aux pompes à essence. Je n'ai pas regardé parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à ce sujet, juste un gars qui arrivait pour faire le plein. J'ai continué à ranger les étagères pendant une dizaine de minutes environ avant de regarder inconsciemment par la fenêtre. La voiture était toujours là, à l'une des pompes, avec un homme debout juste à côté, et dès que j'ai regardé, l'homme s'est éloigné, indiquant clairement qu'il me regardait. Après avoir vu cela, je me suis senti vraiment étrange, surtout parce que j'y étais censé faire le plein d'essence pendant 10 minutes complètes. Je suis retourné au comptoir, puis j'ai regardé à nouveau par la fenêtre, 30 secondes plus tard, voyant l'homme monter dans sa voiture. Les phares clignotaient plusieurs fois, comme s'il essayait et échouait à l'allumer. Mais finalement, il a réussi et est parti précipitamment. Je suis resté là et j'ai juste regardé par la fenêtre pendant 1 minute et quelque chose ne semblait pas juste. J'ai eu une idée et j'ai vérifié les transactions récentes pour la pompe à laquelle j'étais allé. La dernière fois qu'il a été utilisé, c'était il y a des heures. Il est resté là pendant 10 minutes, sans autre raison que de me regarder à travers les fenêtres. Je suis resté derrière le comptoir pendant un moment en essayant d'attendre le reste de mon quart de travail. Quelques voitures de plus sont entrées et sorties, puis c'est devenu vraiment calme pendant un moment. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu quelque chose dehors. La pluie était forte, mais un bruit rythmique traînant sur le sol était à peine audible à travers elle. Des pas juste le long du côté du bâtiment, reculant. J'ai essayé de regarder par la fenêtre, mais il n'y avait pas une bonne vue. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de voiture sur le parking ou aux pompes. J'ai rapidement quitté le comptoir et je suis allé à la porte arrière, qui était une lourde porte en métal sans fenêtre ni rien. J'ai appuyé mon oreille contre elle
et j'ai écouté les pas devenir de plus en plus forts jusqu'à ce qu'ils soient juste de l'autre côté de la porte. Mes yeux se dirigèrent vers la poignée de porte, attendant silencieusement avant que la poignée de porte ne tourne lentement et légèrement, mais se coince par le boulon. Il resta silencieux à nouveau pendant une minute entière, puis une voix masculine grogna de frustration, alors qu'un son soudain aigu se glissait de l'autre côté de la porte. Bientôt, ils ont suivi les traces, faisant des allers-retours sur le côté de la station-service. J'ai couru vers l'avant, espérant les voir s'éloigner, mais je n'ai rien vu. J'ai agi rapidement, j'ai décroché le téléphone au magasin et j'ai appelé 911, espérant qu'ils pourraient l'attraper avant qu'il ne s'éloigne trop. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait, mais quelqu'un qui essayait d'entrer par la porte arrière devait avoir une intention malveillante. Lorsque la police est arrivée, ils n'ont pas trouvé l'homme, mais ce qu'ils ont trouvé était une voiture sur le bord de la route, à moins d'1,5 km de là. C'était la même voiture que j'avais vue auparavant avec l'homme qui me regardait. Il était à court d'essence et avait des plaques d'immatriculation différentes. Il s'est avéré que c'était la voiture volée de 2 États différents. L'autre chose qu'ils ont trouvée était une longue égratignure sur la porte arrière faite par un objet métallique tranchant, probablement un couteau. Connaissant tous ces détails, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, car l'homme était probablement déjà en fuite et avait peut-être planifié quelque chose. Depuis quelques années, j'ai le même travail. Je suis concierge dans un fast-food populaire. Je ne prends pas de commandes ou quelque chose comme ça, je nettoie juste. Souvent, je ne vois même pas d'autres travailleurs parce qu'ils me programment pour la soirée. Tout doit être soigneusement nettoyé tous les jours et pendant les heures d'ouverture, il est pratiquement impossible de le faire. Rien ne m'était jamais arrivé pendant mes quarts de travail, à part le client occasionnel qui frappait à la fenêtre et demandait si nous étions ouverts. Ce soir, là, je suis arrivé et je me suis mis au travail comme d'habitude. D'autres employés étaient encore là quand je suis arrivé, mais à 10 heures, soit 1 heure après la fermeture, il ne restait plus que moi pour le reste de la soirée. J'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à gratter les grilles et à préparer tout ce qui devait être rincé. Au bout d'un moment, j'ai perdu la notion du temps, mais je suppose qu'il était environ midi lorsque j'ai entendu une détonation à l'avant du bâtiment. J'ai enlevé mes écouteurs, écoutant à nouveau. Je me suis dirigé vers l'avant, m'attendant à trouver quelqu'un à la porte qui voulait voir si nous étions fermés, mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne. Je suis allé à la porte et j'ai regardé vers le parking, pas de voiture et pas de gens. Je savais que je l'avais entendu de ce côté du bâtiment, alors j'ai attendu à nouveau, mais rien ne s'est passé. J'ai fini par penser que je venais de confondre un autre son avec un coup et je suis retourné au travail. Une autre heure environ s'est écoulée, puis j'ai fait une pause pour déjeuner. J'ai attrapé mon sac à lunch et je me suis assis à l'une des tables au milieu de la salle à manger, prenant mon temps car j'étais en avance sur le nettoyage. Après avoir fini de manger, je suis allé à l'arrière et je me suis préparé à prendre le balai, seulement pour voir le visage d'un homme qui me regardait de l'extérieur de la fenêtre de la voiture dans le service au volant. Elle avait les cheveux en désordre et une expression vide, mais ses yeux avaient quelque chose d'étrange, comme s'ils étaient vides. Je me figeai pendant une seconde, et après un moment, l'homme se retourna calmement et s'éloigna. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, et je me tenais à sa place, écoutant ses pas s'éloigner. Je ne savais pas quoi penser, c'était incroyablement effrayant et étrange. Une fois que j'ai repris confiance en moi, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé dehors pour m'assurer qu'il était parti. Il faisait sombre au-delà de la lumière du restaurant, mais je n'ai vu personne, alors je l'ai fermé et verrouillé. J'étais nerveux pendant l'heure suivante, regardant constamment les fenêtres, me sentant surveillé. Mais à la fin de mon quart de travail, j'ai commencé à ressentir un certain soulagement et l'anxiété s'est calmée. L'une des dernières choses que j'avais à faire était d'apporter tous les sacs poubelles à la benne à ordures, ce que j'évitais autant que possible. J'ai regardé par la fenêtre avant de partir et cela semblait clair, alors j'ai rapidement ouvert la porte et j'ai sorti les poubelles. J'ai commencé à les jeter un par un dans la benne à ordures, mais même pas 20 secondes plus tard, l'homme est apparu du coin. J'ai arrêté ce que je faisais et je lui ai rapidement demandé de quoi il avait besoin. Il n'a pas répondu en s'approchant de moi et il avait le même regard vide. Maintenant que je pouvais voir tout son corps, c'était encore plus effrayant d'être un homme plutôt grand et de porter un manteau sale et taché. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai couru vers la porte.
Je l'ai ouvert alors que les pas de l'homme approchèrent derrière moi et, lorsque j'ai claqué la porte, l'homme a réussi à mettre son bras dans la fente, l'empêchant de se refermer. Je me suis retourné et j'ai couru à l'autre bout du restaurant, sortant mes clés et déverrouillant la porte d'entrée aussi vite que j'ai pu, pendant que j'entendais l'homme s'approcher. J'ai à peine réussi à m'échapper à nouveau et j'ai couru avant qu'il ne m'atteigne. J'ai couru à travers le parking et aussi loin que possible en appelant la police. 5 minutes plus tard, la police est arrivée au restaurant, mais l'homme était déjà parti. J'ai eu des images des caméras de sécurité, mais aucune identification n'a pu être faite. Ils ont également montré que dès que j'ai couru, l'homme est resté là et m'a regardé pendant un moment, puis est parti par la porte arrière. Ce qu'il voulait de moi est inconnu, mais son comportement effrayant et objectivement effrayant me fait dresser les cheveux sur la tête même à ce jour. Matin. Souvent, d'autres étaient là tard aussi, mais ce soir-là, il n'y avait que moi. Je travaillais à mon bureau, qui était au milieu d'une pièce entière remplie de bureaux, tout en tapant sur mon ordinateur portable. Cependant, j'ai commencé à avoir un peu sommeil et, après m'être battu pendant un moment, je me suis levé pour faire du café dans la salle de pause. J'ai allumé la machine et me suis appuyé contre la table, gardant à peine les yeux ouverts alors que le café tombait lentement dans la tasse, mais un bruit sourd m'a réveillé. On aurait dit que ça descendait, mais c'était très fort, résonnant dans tout le bâtiment. Cependant, aucun son n'a suivi, c'était juste un coup. Je me dirigeais vers la porte et regardais en haut des escaliers, me demandant s'il fallait voir de quoi il s'agissait. Honnêtement, j'étais tellement fatigué que j'ai pensé que ça devait être quelque chose qui tombait dans l'une des pièces du rez-de-chaussée et j'ai décidé de ne pas enquêter. J'ai attrapé ma tasse et suis retourné à mon bureau, continuant à travailler. J'étais assis là pendant 1 heure à travailler sans arrêt, mais le café ne résolvait pas vraiment mon problème de somnolence. J'ai continué à travailler, à essayer de m'en remettre, mais je ne faisais que prolonger l'inévitable. À un moment donné, je me suis endormi à mon bureau. Quand j'ai ouvert les yeux, je me souviens avoir été immédiatement irrité et un peu étourdi, comme si j'avais été dérangé réveillé d'un sommeil profond. Cependant, alors que je reprenais mes esprits, j'ai remarqué un bruit venant de quelque part dans le bâtiment. C'était un bip qui retentissait toutes les 4 ou 5 secondes, mais c'était très faible. J'ai regardé mon ordinateur portable et j'ai vu qu'il était presque 2 heures du matin. J'ai décidé que ça ne valait pas la peine d'essayer de continuer à travailler, alors j'ai emballé mes affaires et les ai emportées avec moi quand j'ai quitté la pièce, à la fois pour vérifier le bip et pour partir après. Quand je suis arrivé dans le couloir, le bip a commencé à me rendre nerveux. Je ne l'avais jamais entendu auparavant et il y avait quelque chose de troublant à ce sujet. Peut-être étais-je trop fatigué avant pour bien le comprendre. Je suis descendu les escaliers et maintenant, avec le bip beaucoup plus fort, j'ai regardé dans le long couloir principal. À la fin, il y avait une barre de métal sur le sol, juste devant la porte d'entrée ouverte. J'ai senti le sang quitter mon visage en sachant qu'il devait être verrouillé et en réalisant que le bip provenait du système de sécurité de l'immeuble. Avec rien d'autre que l'instinct pour me guider, j'ai couru à l'autre bout du couloir et par la porte arrière, montant dans ma voiture pour appeler à l'aide. Même si j'étais déjà à l'extérieur du bâtiment, ce que j'ai appris par la suite était beaucoup plus effrayant. La police est arrivée et a fouillé partout, sans trouver personne ni rien, et c'est à ce moment-là que nous avons vérifié les caméras de sécurité. À 11 heures du soir, on pouvait voir un homme s'approcher et défoncer la porte d'un seul coup d'une sorte d'outil, créant le bruit de claquement que j'entendais en préparant du café. Puis il s'est déplacé silencieusement du premier étage au deuxième, où il est entré dans le bureau dans lequel j'étais et s'est tenu silencieusement à quelques mètres derrière moi pendant que je travaillais à mon bureau. Puis il est redescendu et est remonté pendant que je dormais, marchant partout dans le bureau et s'approchant même de moi et regardant autour de mon bureau. On ne sait pas s'il a volé quoi que ce soit, car il n'y avait pas de caméra dans chaque pièce, mais il ne semblait pas y avoir de réponse évidente à ce qu'il faisait là. Après avoir regardé les cassettes de sécurité, je n'ai plus jamais été laissé seul dans ce bureau. Je n'ai jamais pensé que je finirais par travailler de nuit. J'étais toujours une personne de jour, profitant du soleil et étant active pendant la journée, mais lorsque j'ai perdu mon emploi précédent et que les factures s'accumulaient,
J'ai dû accepter tout ce que je pouvais obtenir. Le travail était dans une vieille usine minable sur 10 acres de terrain. C'était effrayant de se rendre à l'endroit, car les lampadaires à proximité étaient si sombres qu'ils étaient à peine perceptibles et ne faisaient aucune différence. J'avais besoin d'argent, alors j'ai mis de côté un sentiment inconfortable en moi et je suis entré. Ma première nuit au travail a été calme, presque trop calme. J'ai passé tout le temps à me promener dans l'usine, à m'assurer que tout se passait bien. La première nuit s'est terminée comme ça, juste comme ça. J'étais soulagé de voir le soleil se lever. Je suis devenu plus courageux la nuit suivante, pensant que ça allait être la même chose que la première. À mon grand soulagement, ça l'était. Mais une semaine plus tard, tout a changé. Je suis retourné à l'endroit, et quand je suis entré et que j'ai fermé la porte, j'ai cru entendre aussi une porte se fermer au loin. Ma tête s'est tournée pour regarder dans cette direction, et j'ai écouté attentivement. Mais quand je n'ai rien entendu d'autre, j'ai pensé que c'était juste les échos de moi fermant la porte d'entrée. Ensuite, j'ai fait ma routine habituelle, vérifiant toutes les pièces et tous les espaces. Au bout d'un moment, j'ai cru entendre des pas derrière moi, alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Je n'ai rien vu, mais au moment où j'ai fait un pas, un autre pas est venu derrière moi. Je me suis retourné brusquement pour vérifier, mais quand je n'ai rien vu, j'ai commencé à avoir des frissons. J'ai décidé de sauter le reste de la routine et je suis allé dans une pièce pour me reposer. Quand j'ai tourné un coin, j'ai vu quelque chose que j'avais bougé. Le mouvement était très petit, mais je pouvais dire que je l'avais fait. J'ai allumé ma lampe de poche et mon cœur s'est effondré. Il y avait quelqu'un qui regardait du coin, qui me regardait. C'était un homme. Au bout d'un moment, j'ai logiquement pensé qu'il était juste une personne normale. Quand j'étais sur le point de l'approcher pour lui demander pourquoi il était là, j'ai été frappé par une odeur pas comme les autres. L'odeur était si mauvaise que j'ai vomi. Après avoir fini de vomir, j'ai regardé à nouveau l'homme et il était toujours dans la même position, me regardant simplement. C'est là que j'ai su que l'homme n'était pas normal. J'ai reculé lentement et je suis retourné d'où je venais. À ma grande horreur, le même homme était là aussi, me fixant avec la même expression faciale sans expression. Comme c'était le seul moyen de sortir du bâtiment, je me suis lentement approché de lui. Quand je suis arrivé à lui, je pensais qu'il allait me sauter dessus, mais il ne l'a pas fait. Il n'a même pas bougé la tête pour me regarder, alors je suis lentement passé devant lui. Quand j'ai finalement vu l'arrière de sa tête, mon cœur s'est presque arrêté. On aurait dit que quelqu'un lui avait tiré dessus avec un fusil de chasse. Malgré mon instinct me disant de courir, une pensée profonde en moi a soudainement pensé que c'était peut-être juste un homme blessé. J'ai faiblement émis un son, et quand je l'ai fait, la tête s'est instantanément tournée vers moi puis est tombée au sol. J'ai poussé le cri le plus fort que j'ai jamais poussé et j'ai couru comme si ma vie en dépendait vers ma voiture. Il criait encore quand je suis parti. J'ai quitté ce travail. J'avais peut-être désespérément besoin d'un travail, mais j'avais encore plus besoin de ma santé mentale. Il y a environ 1 an, j'ai rejoint ce travail que j'aimais. C'était un travail de bureau ennuyeux, mais pour moi c'était mieux que de travailler dans une usine ou simplement de travailler dehors en général au soleil et au froid. Une nuit, j'ai dû rester éveillé tard pour terminer un gros projet avant la date limite. Le reste du personnel était déjà rentré chez lui, me laissant seul au bureau. J'étais venu ici la nuit tellement de fois que je m'étais habitué à l'atmosphère. Pour moi, je pensais que ce serait une nuit normale, mais j'avais tort. J'étais devant mon ordinateur, en train de taper quand la pièce a soudainement commencé à devenir froide. Ce n'était pas progressif, mais on pouvait instantanément sentir le froid au bureau. J'ai levé les yeux et les lumières étaient éteintes, à l'exception de celles de mon bureau. Je ne savais pas quoi penser, ni comment réagir à cette situation, alors pendant un moment, je me suis figé, debout là à regarder et à rassembler mes pensées. Le mieux à quoi je pouvais penser était de m'asseoir devant mon ordinateur et d'essayer d'appeler quelqu'un. Juste au moment où je pensais à mon téléphone, j'ai soudainement entendu un bruit venant du couloir. Mon cœur a commencé à battre alors que j'avais du mal à entendre à nouveau le son. C'était un doux bruit traînant, comme si quelqu'un traînait les pieds sur le tapis. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste le personnel de nettoyage ou un agent de sécurité qui faisait sa tournée, mais le sentiment d'inconfort ne disparaissait pas. Je me suis levé de mon bureau et me suis dirigé prudemment vers le couloir. Quand j'ai regardé au coin de la rue, j'ai vu une silhouette debout au bout du couloir. J'ai juste gelé quand j'ai vu ça. J'étais toujours un chat effrayé quand il s'agissait de choses comme ça,
Alors quand je voyais une silhouette au bout du couloir, mon cerveau ne savait pas comment réagir. Tout en fixant la silhouette, il a soudainement fait un mouvement. Chaque fois que la silhouette bougeait, cela faisait un bruit comme si des os se brisaient à l'intérieur. Quand la silhouette s'est tournée dans ma direction, j'ai vu son visage. C'était un visage que je n'oublierai jamais. Le visage semblait normal au début, mais plus je le regardais, plus je sentais que quelque chose était différent. Je ne pouvais tout simplement pas mettre le doigt dessus. C'était comme regarder un visage généré par l'intelligence artificielle. Pour moi, un tel visage était encore plus effrayant qu'un visage de fantôme typique. Puis, il ouvrit lentement la bouche pour émettre un son guttural. Au moment où il l'a fait, je suis passé à l'action. J'ai couru de toutes mes forces jusqu'à la porte d'entrée et je suis sorti sans même prendre la peine de la verrouiller. J'ai couru tout le chemin et je ne me suis arrêté que lorsque j'étais en sécurité à l'intérieur de ma voiture. Puis, à ma grande horreur, j'ai vu une main sortir de l'intérieur pour fermer lentement la porte d'entrée du bâtiment. Je suis rentré chez moi et cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir du tout. J'ai été malade pendant quelques jours après cela. Quand je suis revenu quelques jours plus tard, tout était normal. Trop anormalement normal. J'ai arrêté quelques semaines plus tard, car je ressentais toujours un sentiment étrange à chaque fois que je venais. En tant qu'agent de sécurité, j'ai vu ma part de choses effrayantes, mais passer la nuit au salon funéraire a été de loin l'expérience la plus effrayante de ma carrière. Je n'aime pas passer la nuit aux funérailles, alors j'ai tendance à l'éviter à tout prix lorsque le sujet est abordé par mon superviseur, mais malheureusement, j'ai dû accepter ce travail et je ne pouvais pas l'esquiver comme je l'ai toujours fait. Alors le soir, je suis allé me garer au salon funéraire. Quand j'ai regardé vers l'entrée sombre de la porte d'entrée, mon cœur s'est mis à battre de plus en plus vite. Pour une raison inconnue, j'avais plus peur que jamais cette nuit-là. J'ai essayé de calmer mes nerfs avant d'entrer parce que je ne voulais pas faire mon travail dans cet état. C'était une nuit calme, comme d'habitude au salon funéraire. Je faisais mes rondes, vérifiant toutes les portes et fenêtres pour m'assurer qu'elles étaient en sécurité. Alors que je marchais dans la chapelle, j'ai soudainement senti un frisson couler le long de ma colonne vertébrale. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. J'ai commencé à marcher de plus en plus vite pour pouvoir terminer ma ronde et m'asseoir dans un endroit sûr. J'ai continué mes rondes, mais le sentiment d'être observé ne faisait que s'intensifier. Je pouvais entendre de faibles chuchotements au loin, mais quand je suis allé enquêter, il n'y avait personne là-bas. Je ne savais pas si j'entendais des bruits parce que j'étais trop nerveux ou s'il y avait vraiment des bruits. J'ai décidé de faire une pause et de m'asseoir dans le bureau de la sécurité pendant un moment. Au moment où je me suis assis, j'ai sorti mon téléphone pour l'utiliser et me distraire de tout. Tout s'est bien passé pendant environ 1 heure, puis j'ai commencé à me détendre. Peut-être que tout irait bien, pensais-je. Eh bien, j'avais tort. J'utilisais mon téléphone et, dès que je me suis levé pour m'étirer, j'ai entendu une forte détonation. Je suis resté immobile et j'ai écouté très attentivement d'où venait le son. Là, la forte détonation a de nouveau été entendue. Je ne pouvais pas capter exactement d'où venait le son, alors je n'ai pas bougé du tout et je suis resté très immobile. Puis, j'ai entendu une forte détonation de l'une des pièces. J'ai rapidement attrapé ma lampe de poche et j'ai couru vers le bruit. Quand je suis entré dans la pièce, j'ai été accueilli par une scène qui me hantera pour le reste de ma vie. Il y avait un cercueil là, au-dessus de l'autel. Il n'était pas censé y avoir de cercueil ce soir, et quand j'ai fait ma tournée plus tôt et que je suis arrivé à cet endroit, il n'y avait pas de cercueil. J'ai commencé à paniquer. Puis j'ai entendu le bruit distinctif d'une chasse d'eau dans la salle de bain près de moi. Puis, je l'ai juste perdu. Je suis rentré en courant et je suis sorti vers ma voiture. Je viens de sortir du parking et quand j'étais en sécurité à la maison, j'ai appelé mon superviseur et j'ai dit non. Je ne retournerai pas au salon funéraire même si cela me coûte mon travail. Dieu merci, le superviseur a compris. Je ne suis jamais retourné à cette maison funéraire. L'idée d'y passer une autre nuit me donne des cauchemars à ce jour.